Bonjour amis internautes, écoutez, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau chat vidéo. J'attends donc vos questions avec impatience. Une première question posée par Jérôme. Pourquoi Asnières n'est pas prévue dans le déploiement de la fibre optique, sachant que le débit est dans notre cas inférieur à 3,5 mégaoctets par seconde et que par conséquent, il est impossible de profiter pleinement de notre connexion Internet? Bien écoutez, pour vous rappeler un peu rapidement le contexte du déploiement de la fibre optique sur Bourges, hein, c'est je le rappelle, un contrat qui était conclu avec Orange, on va dire le prestataire historique hein, des fibres optiques et d'Internet en particulier. Ce plan a démarré il y a maintenant 1 an et demi à peu près sur la mise en place. Donc 5 ans, c'est 5 zones. La première zone s'est terminée depuis quelques mois. Et donc là, maintenant, nous sommes en cours de réalisation de la deuxième zone. Et puis, eh ben, je veux vous rassurer, puisqu'en fait, Asnières est compris dans cette deuxième partie. Donc on va dire grosso modo entre le mois de mars 2015 et le mois de mars 2016, vous aurez la possibilité de vous connecter au débit via la fibre qui sera installée donc, sur le quartier d'Asnières en particulier. Une question posée par Olivier. Bonsoir, la rue Édouard Vaillant se meurt, quel dommage. Les commerces ferment les uns après les autres. Avez-vous des contacts ou des idées pour la redynamiser? Écoutez, la difficulté que rencontrent les commerçants dans beaucoup de villes hein, aujourd'hui fait en sorte qu'on doit effectivement se poser la question. Je pense que globalement, sur la ville de Bourges, nous n'en sommes pas à ce point par rapport à d'autres villes qui sont voisines. C'est pas pour ça qu'il faut dormir s'endormir sur nos lauriers et qu'il ne faut pas effectivement faire en sorte que les commerces non seulement soient pérennisés, mais d'autre part puissent être redynamisés. Et en particulier, et puis puisque nous sommes à proximité de la rue Édouard Vaillant, l'inauguration, on va dire l'ouverture officielle du centre commercial Avaricom qui a eu lieu aujourd'hui et qui a connu un vrai succès, on me dit qu'il y avait énormément de monde à Avaricom, doit contribuer à redynamiser justement les commerces de centre-ville et en particulier celle de la rue Édouard Vaillant. Maintenant, le rôle de la collectivité, c'est effectivement lancer des programmes de ce type. Maintenant, il faut aussi que les commerces et les commerçants veuillent s'impliquer dans ces rues en particulier et apporter, je dirais, une dynamique collective de manière à ce que cette rue renaisse, hein, alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était une des grandes rues, on va dire, commerçantes. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Alors, c'est vrai que le marché du dimanche contribue aussi à donner une vie à votre quartier. Maintenant, voilà, moi je suis assez optimiste sur le fait que, une fois encore et en résumé, que le centre Avaricom participe en particulier au développement des commerces de la rue Édouard Vaillant, qui doivent être des commerces de proximité. Une autre question posée par Guillaume. Monsieur le maire, le bilan fermeture-ouverture de nouveaux projets culturels cette année semble déficitaire pour la ville, dont le tourisme prend une place importante dans l'économie locale. Comptez-vous ouvrir de nouvelles activités culturelles et touristiques ou restons-nous sur un plan d'économie? Alors d'abord, des chiffres. Le budget alloué à la culture de la ville de Bourges, c'est 14 millions d'euros, c'est 17% du budget annuel. C'est considérable. Aucune ville aujourd'hui en France ne déploie autant, enfin plutôt ne déploie ou met à disposition autant de budget que la ville de Bourges. Donc ça c'est un premier point, et cette enveloppe financière sera encore maintenue sur 2015 et peut-être même au-delà. En l'occurrence, on voit ce qui se passe dans d'autres régions, dans d'autres communes, même du département, hein, où les budgets culture ont été rognés. Je prends un exemple, la région Centre a diminué récemment le budget culture de 6%, donc c'est considérable, et nous l'avons donc maintenu. Alors on l'a maintenu à la fois sur des grands événements. Là, j'étais à l'instant sur le lancement du programme du Printemps de Bourges. Donc il est évident que le Printemps de Bourges continuera à vivre et vivre à Bourges. Hein, c'était encore ce qui a été dit tout à l'heure. Des grands événements comme un État Bourges hein, qui sont bien sûr maintenus.
D'autres ont pensé, annoncé il y a quelques mois le fait que l'été à Bourges sera supprimé, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on le fait même évoluer, hein, je vous rappelle, hein, en faisant participer davantage les groupes musicaux, associations musicales locales au cœur de l'été à Bourges, tout en gardant en fait son âme. Il ne faut absolument pas changer ça. Et puis l'essentiel, la grande majorité des événements culturels sont maintenus. Et puis nous avons en réflexion d'autres projets dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, pour apporter à la fois maintenir ce qui est un fil rouge de la vie de notre ville, la culture. Comme je dis souvent, la culture, ça fait partie des ADN de Bourges, mais trouver des événements peut-être nouveaux, complémentaires, de manière à pouvoir faire évoluer notre ville dans le domaine culturel, mais tout en conservant effectivement une activité dense et intense, et une fois encore, avec le même budget. Et croyez-moi, le fait de maintenir des budgets aujourd'hui, c'est très très compliqué. Une question posée par Pierre. Bonjour, dans le secteur de la chancellerie, entre la poste et la mairie, des jeunes se rassemblent sous un porche, voire dans un hall d'entrée HLM, avenue de la Libération. Cela crée de l'insécurité. Que pouvez-vous faire avant qu'il y ait des dégradations, voire des situations plus graves? Écoutez, ce sont effectivement des événements qui m'ont été déjà rapportés, que j'ai même moi personnellement vécu, hein, et vu de mes yeux vus, puisqu'il m'arrive, comme vous le savez, de me déplacer souvent dans la ville et beaucoup dans la ville. Voilà, donc ces phénomènes, on va dire, de présence sont effectivement désirables. Il n'y a pas de très gros problèmes de délinquance, mais il faut être très vigilant. Nous travaillons beaucoup avec la police municipale, avec la police nationale, en collaboration depuis des années. Et donc, en fait, je sais qu'il y a des patrouilles, des brigades qui passent assez régulièrement. Maintenant, il est vrai qu'il faut être... ces jeunes ne sont pas forcément en défaut à chaque fois que les contrôles sont faits. Nous avons aussi installé, vous le savez, une caméra de vidéoprotection sur la place Cotteret, donc juste en face des deux établissements dont vous parlez. Et puis nous allons renforcer la sécurité, puisque très prochainement, comme je m'étais engagé au cours de la campagne municipale, nous allons augmenter la plage horaire de la police municipale, en passant de 9h le matin à minuit, voire 1h du matin, les périodes d'été, et puis donc, qui correspondra à une augmentation des effectifs de 10 agents. Donc voilà, c'est de la présence qu'il faut, c'est aussi de la médiation. Vous savez que sur le quartier, vous avez des personnes qui sont dédiées à la médiation, qui ont comme mission d'approcher ces jeunes, ou ces moins jeunes en l'occurrence, pour essayer de communiquer avec eux, de leur donner une possibilité, on va dire, d'insertion, de s'intéresser à la vie du quartier à travers les associations, par exemple, et les activités qui s'y déroulent. Donc voilà, c'est tout un travail, je dirais, permanent, qui va demander du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis les moyens de manière à, on va dire, gommer, si on peut dire, ce ressenti d'insécurité, ce que je peux comprendre en tout cas, mais une fois encore, c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail surtout, je dirais, de coopération avec tous les acteurs locaux du quartier. Une question posée par Patrice. Bonjour, vous défendez le tracé ouest du TGV pour qu'il s'arrête à Bourges. Combien ces travaux vont-ils coûter à la ville? Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. En fait, le vrai débat aujourd'hui, c'est effectivement défendre le tracé ouest, comme vous l'avez dit. Donc, je rappelle, donc, deux tracés, on va dire, sont en concurrence. Un qui est médian, qui passe, on va dire, très simplement par Nevers pour rejoindre Moulins et puis Lyon, et puis l'autre qui traverse le territoire, en fait, ou l'ensemble des territoires d'une façon plus large vers l'ouest. En tout cas, en tout état de cause, quel que soit le tracé, le TGV passera à Bourges, s'arrêtera à Bourges. Ça, c'est ça qui est important. Alors, avec une variante, et que si c'est le tracé médian, ça sera la gare de Bourges actuelle qu'il faudra aménager pour recevoir le TGV. Si c'est le tracé ouest qui est utilisé, ça correspondra à la création d'une gare à l'extérieur de Bourges. Donc en tout cas, le débat n'est pas aujourd'hui de savoir effectivement ce que ça coûtera à Bourges. Vous savez, on est à l'horizon 2030 ou 2035, hein, donc en fonction des résultats, des réflexions des experts. Aujourd'hui, le vrai combat, c'est de faire en sorte que le tracé ouest soit retenu, parce que d'abord, c'était tout au long du grand débat public qui a eu lieu ces 2-3 dernières années, ça a été la décision, la préconisation
préconisations de la très grande majorité des territoires traversés. J'ai en opposition de ce que voulait imposer Réseau Ferré de France, pardon, excusez-moi. Et là, effectivement, les choses ont un peu changé, les collectivités ont changé. RFF a fait un vrai travail de sape, je le dis comme ça, de manière à retourner un certain nombre d'entre elles. Et là, bon, effectivement, on a perdu tout le bénéfice de ce débat public. Les élus ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis finalement pour ne pas tenir compte des préconisations avec des arguments qui étaient très factuels. Voilà, donc le vrai débat, je ne réponds pas réellement à votre question, c'est d'abord, que le TGV traverse nos territoires, donc ça c'est important, et deuxièmement, que ce soit le tracé ouest qui soit retenu. Après, on verra d'ici la mise en place, on va dire, définitive du TGV, comme je vous le dis, d'ici 2030, ce que coûtera effectivement cette implantation à la ville de Bourges, mais ça touchera en tout cas, alors peut-être la ville, mais sans doute l'agglomération, ça touchera les aménagements d'espaces publics sur Bourges ou sur l'agglomération si la gare se trouvait à l'extérieur de Bourges. Une question de Steph. Monsieur, l'ouverture d'Avaricom aujourd'hui n'est-elle pas une menace pour les petites enseignes des rues piétonnes? Alors pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Je dirais, si les commerçants de centre-ville étaient réticents au début du projet, avec la crainte qu'il y ait une concurrence qui s'installe et qui leur fasse perdre des clients et donc du chiffre d'affaires, depuis 1 ou 2 ans, les choses ont complètement changé. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire le tour des commerçants de centre-ville encore récemment. Donc, c'était une vraie attente maintenant des commerçants, parce que ce centre commercial va d'abord faire apparaître des enseignes modernes, nouvelles, qu'on ne trouve pas dans des villes de la même importance que Bourges, d'une part. Donc, ils ne sont pas directement concurrentiels des commerces existants. Mais en plus, ça va permettre encore d'accentuer l'attractivité de notre ville d'un point de vue commercial, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, et donc redynamiser et pérenniser les commerces de centre-ville. Donc voilà, donc faut pas penser que l'apport de concurrence va tuer les commerces, bien au contraire. Et hier, j'avais l'occasion au moment de l'inauguration de discuter avec pas mal de commerçants, et ils me disaient de toute manière la concurrence fait marcher les commerces, donc on est dans ce cas de figure. Et puis une chose qui est très importante, c'est en installant des commerces nouveaux en centre-ville, et en particulier, pour ne pas le nommer Monoprix, ça va contribuer, je dirais, les verrouillés, et puis les non-verrouillés, s'ils viennent s'installer à Bourges, de rester en centre-ville plutôt que partir sur la périphérie. Une question posée par Martine. Que faites-vous pour l'écologie à Bourges? Alors on va faire beaucoup de choses. Alors d'abord, je ne vais pas faire une liste exhaustive parce que les choses sont très nombreuses. Bon, d'abord, je parlais en premier lieu, mais ce n'est pas une question d'ordre, des travaux que nous avons réalisés dans les écoles et que nous allons poursuivre dans les années à venir en termes d'économie d'énergie. Alors à la fois, ça contribue à moins de consommation, ça contribue à améliorer le confort des écoles et puis le confort de ceux qui y travaillent. D'abord les élèves, le corps enseignant et puis les personnels de la ville. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, on favorise, on va dire, aujourd'hui l'utilisation du vélo dans la ville par plusieurs opérations. D'abord, la création de la rocade verte qui va se terminer très prochainement, dans quelques mois, qui a permis en fait aux berruyers de se refamiliariser, on va dire, avec leur vélo. C'est des aménagements cyclables. À chaque fois qu'on requalifie, enfin, plus exactement, requalifier, c'est un terme un peu technique, mais que nous refaisons une rue complètement. Dès qu'on peut le faire, on intègre des aménagements cyclables. Donc voilà pour le vélo. Il y a aussi la mise à disposition gratuitement des vélos à la ville de Bourges pour une période de 3 mois. Bon voilà, pour ce qui est de l'utilisation du vélo. On favorise aussi l'utilisation des transports en commun. Là, j'étais cet après-midi en conférence de presse sur l'évolution du site internet d'Aglobus qui permet une meilleure lisibilité, visibilité des moyens de transport en commun et des trajets qui peuvent être utilisés en transport en commun. C'est la réflexion qu'on a toujours sur le transport en commun, la mise en place d'un bus à haut niveau de service qui est à peu près, on va dire, pour schématiser,
un tramway sur roue, hein, mais bon, c'est très caricatural, mais voilà, donc ça c'est sur les transports en commun. Nous favorisons aussi depuis plusieurs années le stationnement gratuit pour les véhicules propres. Nous allons aussi nous impliquer dans la semaine de l'écologie, hein, qui a lieu début juin, et en particulier nous allons réaliser un grand marché bio à cette occasion, qui pourrait être renouvelé d'ailleurs peut-être chaque semaine, donc là nous y réfléchissons. Voilà des tas de choses qui se font. Je vous l'ai dit, c'est pas excessif parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais en tout cas, voilà, une chose qui me revient à l'idée, nous allons mettre en place une forêt urbaine très prochainement. Nous allons le faire, d'abord on va commencer cette année, nous allons aussi replanter des arbres en complément autour du Val-de-Ron, nous allons continuer à planter des arbres comme nous l'avons déjà beaucoup fait. Nous venons de planter 400 arbres à Bourges, dont une grande partie au Technopole Laytol. Bon, voilà tout ce qui est fait, c'est le traitement des eaux pluviales pour éviter de les rejeter sans qu'elles soient purifiées dans les cours d'eau. Nous avons un plan qui est très important, basé essentiellement sur l'agenda 21, qui a été mis en place il y a plusieurs années. Donc voilà, l'écologie est un point important, l'environnement est un point important, et l'environnement, j'y tiens beaucoup, dans la mesure où, comme c'était le cas sur le PRU, que nous allons poursuivre aussi bientôt, un bon moyen de développement économique, puisque quand nous avons mis en place le PRU, c'est-à-dire déconstruire des logements, reconstruire des logements, on répond aux nouvelles normes environnementales et ça permet aussi des économies d'énergie, donc moins de déperdition de gaz à effet de serre, et puis en plus des économies sur les locataires, puisqu'en fait c'est important aussi de travailler avec l'environnement sur le pouvoir d'achat des verrouillés et des verrouillères. Une question posée par Pierre. Bonjour Monsieur le maire. Quel est le devenir de l'ancien magasin ED sur le centre commercial de Turly? Quel est le projet de la ville? Merci de votre réponse. Alors, il n'y a pas de projet de la ville. Pour être précis, nous sommes sur le domaine privé, hein, donc je sais que les commerces manquent à cet endroit-là, hein, sur le quartier de Turly. Maintenant, la ville n'a pas de pouvoir, hein, d'obligation d'installer des magasins sur ce secteur. Bon, je sais qu'il y a des réflexions, certains commerces, certaines chaînes s'intéressent à cette surface, mais voilà, après c'est leur décision, c'est des décisions d'ordre complètement privé, de vouloir ou non installer un commerce notamment alimentaire sur ce secteur. Une question posée par Hervé. Bonjour, il reste encore plusieurs boutiques vides à Avaricom. Cette opération est-elle vraiment un succès? Alors oui, c'est un succès. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai aujourd'hui, c'est le PDG de CGPROM qui porte en fait ce projet qui est privé, hein, une fois encore. Hein, c'est 78 millions d'euros engagés par cette société privée. Me le disait hier, aujourd'hui on est en termes de surface à, je crois, 82% de surface qui est utilisée par les commerces. Alors bien sûr, vous allez me dire, il reste 18%, c'est une évidence. À côté de ça, par expérience, et ce sont des gens qui ont l'expérience, je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit, sur des centres commerciaux de ce type, normalement à l'ouverture, c'est qu'à peu près 60% des surfaces qui sont utilisées. Donc voilà, nous sommes bien au-delà de cette normalité, on va dire. Maintenant, je pense qu'il reste maintenant, c'est pas que je sais qu'il y a des cellules qui sont vides et quelques grandes cellules. Bon, je ne veux pas vous dévoiler, c'est un peu secret, mais les choses vont se concrétiser très prochainement. Bon, une des grandes cellules va être utilisée, et puis il y a d'autres petites cellules qui sont encore vides. Mais vous savez, je pense qu'à partir du moment où cette dynamique est en route, il faut amorcer la pompe. Je pense qu'aujourd'hui la pompe est amorcée, et donc ça donnera forcément envie à d'autres commerces de venir s'implanter sur les cellules restantes. Mais voilà, moi je suis assez confiant, c'est une vraie réussite, mais la réussite, il faut qu'elle dure sur le temps. Dure sur la durée, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, il faut que les commerçants soient performants, et puis il faut que les clients fassent travailler aussi ces commerces. Donc voilà, c'est un vrai partenariat pour faire fonctionner ce centre commercial. Une question de François. Bonjour, de nombreux logements ouverts à la location sont aujourd'hui vacants. La population baisse, que faire? Notre économie locale en dépend. Alors, la population ne baisse plus.
Hein, si on prend les derniers chiffres de l'INSEE que j'ai reçus il y a quelques semaines, nous sommes maintenant sur une stabilisation. Alors, pour tout dire, par rapport aux derniers chiffres que nous avions eus, nous avons augmenté la population de Bourges de 66 habitants. Donc, vous voyez, c'est pas conséquent, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de voir qu'on assiste une stabilisation, alors qu'il y avait une chute importante depuis quelques années, chute qui était, on va dire, en partie expliquée par une surévaluation de la population il y a quelques années. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, nous avons à peu près 10% de logements vacants chez les bailleurs sociaux qui sont Jacques Coeur Habitat et puis Bourges Habitat. C'est 4,5% je crois sur France-Loire. Ben voilà, par rapport à ça, il faut aussi arriver à faire un bon équilibre dans le cadre du PRU où on a négocié justement avec l'État cette possibilité de ne pas forcément reconstruire autant qu'on avait prévu après les déconstructions, parce que c'est bien de construire, mais en tout cas si personne n'y habite, dans ces appartements, dans ces logements, c'est pas une solution. Donc voilà, on est plutôt sur un programme de déconstruction et en limitant la reconstruction. Maintenant, il faut aussi faire venir, faut faire en sorte que la population de Bourges augmente. Maintenant qu'on est sur une stabilisation, il faut la faire augmenter. Donc on le fera, je dirais, par l'attractivité sur laquelle nous travaillons depuis le début du mandat. Alors, l'attractivité, ça peut être soit à travers le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait des commerces qui sont attractifs et puis finalement qui peuvent donner envie aux gens qui sont partis en périphérie de Bourges d'y revenir, puisqu'on a créé du commerce et de l'alimentaire en centre-ville. Donc ça, c'est un premier point. Faire en sorte que des entreprises d'abord restent sur Bourges, ce qui est le cas si je prends par exemple l'entreprise Monin qui aurait pu partir de Bourges et qui a décidé de rester, et faire en sorte de faire venir d'autres entreprises. Ça a été le cas, je dirais, il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans pour l'entreprise Recticel. Et puis là, je vous rappelle qu'on a de grands projets, mais qui vont se finaliser par la création de 2 plateformes logistiques, une Intermarché, celle de Levé, qui va être transférée et qui va correspondre à une augmentation des effectifs actuels de 200-250 personnes, et puis la base logistique de Carrefour, qui devrait aussi correspondre à une création de 200 à 300 emplois. Donc voilà, c'est en travaillant sur l'attractivité de notre ville, sur le développement économique, qui est la responsabilité de l'agglomération, que nous allons effectivement faire en sorte de faire venir des entreprises, créer des emplois et faire venir forcément des habitants sur Bourges. Une question posée par Marthe. Pensez-vous organiser un jour un forum des métiers uniquement pour les chômeurs de plus de 50 ans? Alors, je suis très réservé sur la démultiplication des forums qui ont lieu sur Bourges. J'aurais tendance à dire que souvent, chacun veut mettre en place son forum dans son coin. Et pour avoir des contacts avec les entreprises qui participent à ces forums, on s'aperçoit qu'il y a une certaine lassitude. Alors, les entreprises viennent parce que je dirais que ça fait partie un peu du marché et puis du respect de la collectivité pour ces forums, sauf que il y a des doutes sur l'efficacité. Donc moi je serais plutôt partant sur le fait de réduire le nombre de forums, de fédérer justement ceux qui veulent créer des forums sur des journées ou sur des week-ends s'il le faut, ou même sur des semaines. D'abord ça permettrait de faire des économies, ça permettrait d'être aux entreprises ou collectivités qui sont présentes sur ce forum, de se déplacer qu'une fois au lieu de 10 fois dans l'année. Et puis troisièmement, ça permet aussi de faire des économies pour les organisateurs. Et puis ça permettrait aussi une vision globale des visiteurs, par exemple faire des forums sur l'orientation, par exemple, des lycéens pour les enseignements supérieurs. Mais si derrière, on ne joint pas ça derrière, en fait, des entreprises, des sociétés qui cherchent à embaucher sur le court et le moyen terme, mais avec des spécificités, donc en fait avec des formations nécessaires pour pouvoir être embauché, on va dire, on coupe cette chaîne qui me paraît indispensable. Voilà, alors... Maintenant, les forums, si c'est plus, je dirais, des possibilités aux
aux chômeurs ou des demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, vous mettez la barrière à 50 ans pour qu'elles puissent accéder à des emplois, ben nous avons fait notamment au mois de décembre, nous allons refaire des job dating organisés en mairie, dans le hall des expositions, et ce qui a permis d'ailleurs de pourvoir l'essentiel des postes justement des commerces Avaricom. Nous allons faire ça avec une banque aussi prochainement, parce que curieusement, il y a des entreprises, des sociétés qui cherchent à embaucher aujourd'hui sur Bourges ou sur sa proximité, et puis qui ne trouvent pas. Donc il y a un vrai problème, je dirais, de rapprochement des demandeurs d'emploi et puis des sociétés ou des entreprises qui cherchent à embaucher. Donc voilà, je crois plus à ces forums plutôt que trop les spécialiser. Je pense qu'on dépense beaucoup d'énergie pour peu d'efficacité. Une question posée par Lilou18. Bonjour, quel budget pour la culture à Bourges? Voilà, bah écoutez, je passais une question piège pour vérifier que je dis bien la même chose par rapport au début de ce chat. C'est 14 millions d'euros qui est affecté depuis plusieurs années donc à la culture à Bourges. Une fois encore, ça représente 17% du budget de fonctionnement de la ville. Question posée par Maurice. Bonsoir, après l'inauguration d'Avaricom, êtes-vous satisfait du projet dans sa globalité? Oui, je suis bien sûr satisfait du projet à plusieurs titres. D'abord, vous savez, c'est un projet qui a commencé il y a 12 ans, qui a connu d'énormes difficultés. Alors, je pense que si vous êtes berruyer depuis longtemps, vous avez suivi l'actualité. C'est quelque chose qui était très compliqué à mettre en route. Bon, en tout cas, voilà, au bout de 12 ans, on va dire, on arrive à cette ouverture et ça, c'est fondamental. Je vous ouvre une parenthèse, ça veut dire une chose. C'est quand nous avons des grands projets pour la ville ou pour les collectivités, malgré les détracteurs, il faut tenir bon, il faut tenir ferme, et c'est pas parce qu'on est embêté par une minorité qu'il faut lâcher. En tout cas, ça l'a été démontré justement pour Avaricom, et je pense qu'on le démontrera, et ça j'en suis convaincu, pour d'autres projets de la ville. Je referme la parenthèse. Oui, une réussite aussi, parce que d'une façon, d'un côté urbanistique, je pense que ce sont des bâtiments qui sont très bien réalisés, qui s'intègrent complètement dans la ville, et c'était ce que nous avions voulu faire, non pas créer un quartier indépendant du centre-ville, mais justement avoir quelque chose de complètement intégré. C'est pour ça que ce centre commercial est ouvert. Hein. La question s'était posée de savoir s'il devait être fermé, mais là il est complètement ouvert. Une architecture moderne, mais telle que ça se fait aujourd'hui, et puis avec des enseignes remarquables. Hein. Quand on voit Habitat, Zara, Foot Locker, bon, toutes ces Monoprix, bien évidemment, le retour de Monoprix à Bourges. Donc c'est une réussite. Et quand j'ai pas eu l'occasion cet après-midi d'aller sur Avaricom parce que j'étais pris par ailleurs, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un monde fou. Mais vous savez, si on a réussi ce projet et puis que les berruyers et puis nos voisins des départements limitrophes viennent à cette ouverture, ça veut dire que ça correspondait à un vrai besoin, et donc c'est une satisfaction pour le projet et puis sur une satisfaction pour l'ensemble de la ville, et ça c'est fondamental. Une question posée par Isa. Bonjour Monsieur le maire, la piste cyclable de la rue de la Sainte-Loup demeure très dangereuse aussi bien pour les usagers que les véhicules qui sortent des rues adjacentes. Pensez-vous pouvoir revoir rapidement les problèmes de sécurité et excès de vitesse dans cette rue? Alors, sur la rue de la Sainte-Loup, vous me parlez peut-être aussi de la rue Félix-Chodin, j'imagine, qui est dans la continuité. D'abord, on m'a fait part, effectivement, de vitesse excessive. Alors, pas sur la piste cyclable, j'entends dans la rue en particulier. Donc, nous avons dû mettre un dispositif. Alors, je ne sais pas si c'est fait encore, mais en tout cas, c'était les directives que j'avais données pour ralentir les vitesses, d'une part. Et puis, d'autre part, nous allons faire des contrôles. La police municipale, maintenant, est équipée d'un cinémomètre, on va dire ça, on va appeler ça un radar, hein, comme on a l'habitude de le dire, un radar embarqué, et la police municipale est formée à ça, donc nous allons être maintenant indépendants de la police nationale qui a parfois d'autres choses à faire que de contrôler les vitesses. Donc ça, il va y avoir des contrôles, notamment sur des secteurs comme la rue de la Sainte-Loup que vous citez, pour faire des contrôles de vitesse et puis verbaliser si c'est le cas. Alors maintenant, si je reviens à la piste cyclable, votre question, donc
nous avons aussi, on m'a posé la question récemment, peut-être accentuer je dirais la personnalisation, la signalisation, on va dire, de ces pistes cyclables par des logos hein, qui seront peints sur la route, enfin sur la piste cyclable plus exactement, de manière à bien matérialiser, enfin encore mieux matérialiser cette piste hein, qui est déjà d'un enrobé de couleurs. Et puis je pense qu'il faut aussi d'abord que les cyclistes roule peut-être aussi un peu moins vite, hein, parce que c'est pas parce qu'on est sur une piste cyclable, même si on est prioritaire, bon, faut pas prendre de risques. Et c'est vrai que l'autre jour, j'étais sur un Barnum à rue Félix-Cheudin, j'ai vu descendre un cycliste à grande vitesse sur la rue Félix-Cheudin. Bon voilà, on peut être prioritaire, mais il faut être aussi prudent. Et puis il faut aussi que les automobilistes et les cyclistes s'habituent à se tolérer les uns les autres, à vivre ensemble. Bon voilà, donc c'est ça, c'est du civisme, c'est du partage, donc ne soyons pas égoïstes. Voilà, alors s'il y avait des problèmes particuliers sur ces intersections, n'hésitez pas à contacter mon maire adjoint en charge des travaux. Il étudiera avec les services des moyens de sécuriser encore davantage ces intersections. Une question de Romain. Que faire de l'ancienne maison de la culture? Une idée de programme? Alors, idée de programme, oui, mais en tout cas, j'ai voulu faire les choses différemment. D'ailleurs, je l'avais dit tout au long de la campagne municipale, donc dernière, je voulais lancer une grande consultation auprès des verriers pour pouvoir récupérer, on va dire, leurs idées, justement sur l'utilisation de ce site actuel. Donc là, cette promesse est concrétisée puisque nous allons lancer dès le mois de mars, dès le mois prochain, donc dans quelques semaines, une grande consultation donc, qui se fera en particulier par les Nouvelles de Bourges, hein, qui est un journal, vous le savez, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Bourges, et puis aussi à travers le site internet de la ville de Bourges, et puis des bulletins qui seront à disposition à l'hôtel de ville, pour que chacun puisse émettre des idées. Alors, jusqu'au plus farfelu, mais en tout cas, voilà, il faut surtout ne pas s'auto-censurer là-dessus. Et puis, on a tout un programme que je présenterai dans la presse très prochainement, qui permettra effectivement d'aboutir à, je dirais, un projet qui sera validé par la population. Donc, au-delà de cette consultation, il y aura effectivement un tri, une analyse des résultats, il y aura une présentation, je dirais, au grand public des résultats de cette consultation. Il y aura des ateliers qui seront mis en place, justement, ouverts à tout le monde, de manière à affiner les 4 ou 5 propositions. Il y aura un jury qui sera constitué, qui permettra d'identifier le projet, et puis donc voilà, tout ça va nous amener dans le courant de l'année 2016, sachant que le projet qui sera retenu, et à ce moment-là, on reviendra devant les verrouillés pour leur expliquer ce qui sera retenu. L'étude sera financée par la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 80%, et donc on proposera ce budget, ce projet définitif en fin de mandat. Une question posée par Orchidée. Bonjour Monsieur le maire, le quartier Chancellerie est vraiment désert au niveau magasin alimentaire. Peut-on penser qu'un supermarché de la taille d'un Aldi ou d'un Lidl pourrait voir le jour? Alors on peut le penser, une fois encore, c'est comme la question qui m'était posée tout à l'heure sur la rue de Turly, rue Édouard Vaillant. Ça n'est pas de la responsabilité de la ville, hein, je dirais, des commerces qui veulent s'implanter à partir du moment où il y a des terrains, il y a des bâtiments, c'est aussi de leur responsabilité. Moi je trouve que ce qui était fait au centre tertiaire et commercial en face de la place Cotenay, c'est quelque chose de réussi. Vous y trouvez différents types de commerces, donc j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de commerce qu'il y en avait avant, et puis dans des conditions de vente et d'environnement qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Maintenant, effectivement, s'il y avait un besoin, une fois encore, je pense qu'un investisseur privé, hein, qui peut être une chaîne de magasins ou autre, ou un indépendant, s'il juge nécessaire qu'il y a un besoin, eh ben, il pourra être amené à nous solliciter, peut-être par des terrains, peut-être sur des bâtiments disponibles, de manière à implanter une autre surface de vente. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Puis une fois encore, ça ne peut pas être à l'initiative de la ville, quoi. Une question de Julie. Bonjour Monsieur le maire, croyez-vous à l'apprentissage à l'école? Que comptez-vous faire pour les jeunes? Alors oui, je crois, de façon générale, à l'apprentissage. C'est quelque chose d'ailleurs où on devrait aider davantage les entreprises, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Vous savez, on passe d'une phase où, en fait, pour les jeunes, je me souviens quand j'étais jeune, alors,
ça fait très longtemps, vous allez me dire, mais l'objectif des parents, c'était de faire en sorte que leurs enfants fassent des études le plus haut possible, le plus loin possible. Bon. Ceci s'est infléchi parce que finalement, le nombre d'années d'études ne correspond pas forcément, je dirais, derrière à un emploi. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant aujourd'hui adapter, je dirais, les formations aux besoins sur le marché du travail. Bon. Et donc l'apprentissage est un bon moyen, puisque ça permet effectivement aux jeunes de pouvoir apprendre en vraie grandeur, surtout quand c'est en alternance, un moment à l'école et un moment dans l'entreprise ou chez l'artisan par exemple. Et ce qui fait que quand l'entreprise souhaite embaucher ou doit le faire, parce que ça arrive, je le disais encore tout à l'heure, il y a des entreprises sur Bourges qui cherchent à embaucher mais qui ne trouvent pas. Voilà, on a la formation adéquate qui correspond justement aux besoins de l'entreprise. Donc je pense qu'il faudrait vraiment, et ça ce sont plutôt des mesures, on va dire, gouvernementales, aider justement les entreprises à favoriser aussi favoriser l'apprentissage, ça c'est évident, et puis d'avoir aussi la possibilité de mettre à disposition des maîtres d'apprentissage, parce qu'il ne s'agit pas aussi de prendre des apprentis dans une entreprise, pour ne pas les tutorer, parce que c'est là qu'on apprend quand il y a des tuteurs, et donc on doit forcément aider ces entreprises, alors peut-être en allégeant les charges salariales sur le tuteur, enfin il y a plusieurs principes qui sont à la réflexion, mais je crois vraiment beaucoup à l'apprentissage. Une question posée par Marie. Bonjour, où en est-on de la construction de la maison de la culture? Alors la construction, on va dire non, puisque nous ne montons pas encore les murs. Alors bon, c'est un sujet complexe, vous le savez, un sujet complexe parce qu'une minorité souhaite retarder ce projet, tout simplement. Ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, une minorité peut bafouer la démocratie. Je rappelle quand même que ce projet d'abord a été validé en toute légalité, en respectant justement les modes démocratiques, notamment conseils municipaux qui ont eu lieu, je dirais, dans le mandat précédent, d'une part. Donc voilà, les représentants, on va dire, de la population ont voté ce nouveau projet. Ensuite, nous avons eu l'appui, en particulier, nous l'avons toujours, de l'État sur ce projet-là, qui, je rappelle, m'a confirmé par écrit une participation de 6 millions d'euros sur le projet, du conseil régional, qui globalement, avec deux formules, participe aussi à hauteur de 6 millions d'euros, du conseil général, pour lequel j'attends, je dirais, le montant de participation, mais qui normalement est proportionnel à ce que donne la région, du mécénat, donc en particulier sur lequel nous avons travaillé avec les établissements Mona. Alors je veux dire par là, vous savez, sur ce projet qui a une adhésion totale des représentants, je dirais, de la population, de l'État jusqu'à la ville de Bourges, eh bien voilà, quelques minorités viennent polluer le débat. Bon, c'est dommageable, en tout cas c'est comme ça. Alors voilà, pour répondre à votre question actuellement, donc j'ai reçu l'arrêté d'autorisation de déboisement, parce que c'est comme ça qu'est intitulé l'arrêté de Madame la Préfète il y a quelques semaines. Maintenant, donc ça me donnerait l'autorisation d'abattre ces arbres. Bon, il m'a paru aussi, en collaboration avec la préfète, après en avoir discuté, d'attendre que les assemblées délibératives, que ce soit du conseil régional ou du conseil général, aient voté donc la participation financière, de manière à enclencher ce déboisement, j'espère, avant l'été, parce que je rappelle que tout mois perdu coûte au berruyer 140 000 euros, donc c'est considérable. Voilà, et puis après, bien sûr, nous prenons du retard, donc le planning initial glisse au fur et à mesure qu'on ne démarre pas l'abattage des arbres, puisque derrière, je vous rappelle, ces fouilles archéologiques préventives, qui vont durer normalement 5-6 mois, pas plus, et puis après, les consultations des entreprises, l'architecte est en train de travailler sur le sujet, sur la constitution des dossiers de consultation, et puis le début des travaux qui devait aboutir à une mise à disposition donc, de cette nouvelle maison de la culture au mois d'octobre 2018, là très probablement on prendra du retard. Une question posée par Joris L. Bonjour, la semaine dernière dans la presse, vous parliez des baisses des dotations de l'État, mais elles étaient prévisibles, ne pouviez-vous pas les anticiper ? Alors, elles étaient prévisibles, sauf qu'on les subit en tout cas.
Je rappelle que cette diminution de la dotation d'État ne date pas de cette année, hein, puisqu'elle date depuis 2019, donc on va dire sous un gouvernement 2009, pardon, excusez-moi, sous un gouvernement précédent, mais elles se sont parfaitement accentuées depuis l'année dernière. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se trouve dans des situations catastrophiques. Là, on est sur une vraie accélération. D'ailleurs, toutes les collectivités souffrent et vont souffrir sur le sujet. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de rencontrer une cinquantaine de maires de la région centre et tout le monde se trouve dans la même situation. Là, on est sur une vraie accélération qui devient complètement insupportable. Donc, nous essayons... nous travaillons beaucoup sur des économies à faire sur la ville de Bourges. Donc, notre objectif étant de ne pas augmenter les impôts, hein, mais c'est un challenge très compliqué. Donc, je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais en tout cas, on déploie beaucoup d'énergie à trouver des astuces pour faire des économies sans toucher au service public. Mais les choses sont d'ailleurs inacceptables. Je pense qu'à un moment donné, vous voyez, je voyais... je ne sais pas si vous avez vu dans la presse le maire de Vierzon qui a mis une ligne, on va dire, de subvention, c'est pas comme ça qu'il l'appelait, subvention exceptionnelle de l'État, ce qui n'est pas possible parce que les collectivités doivent équilibrer leur budget. Voilà, on voit bien que les grosses difficultés des collectivités, ça passe par là et une fois encore, l'État transfère des responsabilités et des compétences, mais les moyens financiers ne suivent pas. Vous voyez, par exemple, les rythmes scolaires, c'est un exemple qui coûte quand même à la ville 700 000 €, c'est quand même considérable. Donc ça devient insupportable. Alors sans doute que les collectivités devaient faire des économies. La preuve, c'est que nous sommes sur des pistes pour pouvoir en faire, mais en tout cas, on ne va pas pouvoir recommencer ça tous les ans. Donc voilà, ce n'est pas un problème d'anticipation, c'est un problème d'accélération du désengagement de l'État. Une question d'Antonio. Bonjour monsieur, quel rôle allez-vous jouer dans les élections départementales et qu'allez-vous faire pour les régionales? Alors, donc je ne sais pas si je vous rassure ou je vous rassure pas, mais en tout cas, je suis pas candidat sur les départementales, donc c'est clair. Bon, le rôle que je dois jouer, si vous voulez, très clairement, il y a des candidats qui ont été désignés sur les différents cantons du département, en particulier sur les cantons de la ville de Bourges. Ce que je souhaite effectivement, c'est que les candidats on va dire, mon obédience politique, enfin de droite et de centre-droite, puissent gagner ce conseil général, puisqu'il faut arrêter aussi cette gestion calamiteuse qui a lieu depuis 2004. Parce qu'on parle d'impôts, mais est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder vos taxes d'habitation et taxes foncières depuis 2004 ? Et regardez plus précisément, non pas le chiffre qui est en bas à droite, mais regardez plus précisément les taux qui sont appliqués, notamment par le Conseil général. C'est catastrophique. Les taux augmentés, les impôts ont augmenté de 85% depuis 2004. Donc ça, on ne le dit pas. Bon. Il y a pléthore d'agents au Conseil général du département. Si je fais le rapport par rapport à un département voisin qui est l'Indre, où on a à peu près la même population, on va dire quasiment les effectifs sont divisés par deux. Je n'ai pas le sentiment que l'Indre se meurt au niveau du département. Donc voilà. Donc il est temps de changer de gouvernance. Alors voilà, moi mon action, c'est de soutenir les candidats de droite et de centre droit, quoi qu'ils soient arrivés précédemment. Voilà, c'est mon objectif, c'est que nous gagnions le Conseil général. Alors ça, c'est le premier point. Quant aux élections régionales, alors c'est un peu plus loin, hein, c'est au mois de décembre. Bon, pour l'instant, voilà, nous n'avons pas entamé encore de vraies discussions sur ce sujet. Peut-être qu'on m'interrogera si d'être candidat sur une des listes, j'en sais rien, c'est pas l'objet. Je pense qu'il faut, avant même de parler de candidature, il faut parler de projet. Et c'est ça qui est important dans chaque élection. Avant de parler des personnes, il faut parler des projets. Il faut construire des projets, c'est expliquer et adopter et peut-être adapter justement les projets par rapport aux rencontres que nous avons, avant même de savoir qui est candidat au régional. Donc voilà, chaque chose en son temps. Il y a des élections départementales fin mars. Traitons d'abord cela. Faisons attention surtout à l'électorat d'extrême droite, parce que ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis après, nous passerons sur les régionales. Une question posée par Marc. Bonjour, où en est le mouvement social à la mairie et que s'est-il passé ? Écoutez, le mouvement social qui s'est passé à la mairie, c'est, on va dire,
s'est arrêté, j'espère définitivement, mais en tout cas la semaine dernière, donc il aura duré une semaine. Bon, je sais que ça posait beaucoup de problèmes, notamment au niveau des parents d'élèves, des tout petits, hein, qui n'avaient effectivement pas de restauration, notamment à midi. Voilà, donc on n'a pas le droit de se substituer et de mettre des équipes de substitution en cas de grève. C'est l'entrave à la grève, donc nous n'avons pas pu le faire, nous aurions pu le faire, nous l'aurions fait. Alors, si vous voulez, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on arrive justement à la grève. C'est dommage parce que ça veut dire qu'on a épuisé toutes les négociations. Et là, en l'occurrence, nous n'avions pas commencé les négociations. Alors quand on commence, je dirais, les discussions par des mouvements de grève, c'est jamais très bon. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez, on était simplement sur des réflexions en termes d'organisation, en termes de validation de statut de contractuel, en termes d'heures supplémentaires, de saisonniers, enfin différents sujets, pour pouvoir tout mettre à plat, mais aucune décision était arrêtée, hein, puisque notamment sur les contractuels, les décisions que je les ai prises que la semaine dernière, et donc dans ces hypothèses, là, eh bien voilà, les organisations syndicales ont considéré que les choses étaient acquises et décidées, ce qui n'était pas du tout le cas, donc je trouve ça un peu dommage. On a perdu du temps, et puis la population verrouillère était très pénalisée, et ça c'est dommageable, bien que je respecte le droit de grève. L'objectif étant de toute manière, dans ces réflexions, de faire des économies, hein, ça rejoint la question précédente. Alors, pas forcément faire des économies, comme j'ai entendu dire, sur le dos des agents municipaux, pas du tout, c'est de travailler sur l'organisation, tout simplement, et de manière à ce qu'on soit plus performant. Donc voilà, les discussions continuent, nous avons d'autres points évoqués, il y a eu encore une réunion ce matin, il y en a encore une demain matin, auquel je participerai à la conclusion en fin de matinée. Donc les choses avancent, les choses se sont a priori apaisées dans des discussions sereines, des propositions, des contre-propositions. Voilà, enfin on arrive à des méthodes qui me paraissaient les meilleures, mais on aurait dû commencer par celle-là plutôt que par le fait de faire la grève, mais bon, là, ça n'est pas de ma responsabilité. Une question posée par Thomas. Savez-vous si de nouvelles entreprises comptent s'installer à Bourges dans les prochains mois et avez-vous des perspectives pour l'emploi? Alors, des entreprises, si vous voulez, on a beaucoup de... Enfin, beaucoup, non, j'enlève beaucoup, parce que ça sera un peu exagéré. Nous avons des contacts, hein, régulièrement, des entreprises qui veulent s'installer. Alors, je crois qu'il faut être très réaliste. Nous n'aurons plus des grandes industries où il y a plusieurs milliers de personnes, comme ça peut être le cas actuellement chez Nexter, Michelin ou MBDA, pour citer que celle-là, ou Monin ou bien d'autres. Ça, c'est un point qui me paraît fondamental. Bon, par contre, on peut compter aussi sur, on va dire, des PME. Je pense notamment, la semaine dernière, j'avais un rendez-vous avec mon maire adjoint en charge de l'emploi, avec un verrouillé qui veut s'implanter sur Bourges, qui avait quitté Bourges, qui veut s'implanter sur Bourges, et qui est susceptible d'embaucher 10 personnes cette année en 2015, 10 personnes supplémentaires l'année prochaine, pour arriver à 60 d'ici 2017. Donc ça, c'est important, ces 60 emplois sur Bourges, et bien sûr des verrouillés. Donc voilà, nous avons, alors pour ça, donc on accompagne effectivement ces entreprises qui ont besoin parfois de surface modulaire, enfin, il faut qu'on arrive à leur démontrer que venir à Bourges, c'est pas on n'est pas perdu, hein. La preuve, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se développent sur Bourges. Donc on est bien desservi donc, par les voies autoroutières, peut-être un peu moins par le ferroviaire, mais c'est bien que Bourges a aussi des atouts, puisque les entreprises non seulement perdurent, mais aussi viennent s'installer. Donc voilà, donc il y a tout un travail, notamment au niveau du développement économique, qui se fait à l'agglomération pour, on va dire, pour présenter l'attractivité de la ville, de voir l'intérêt de venir à Bourges. Nous avons des espaces disponibles, nous avons le technopôle qui sont disponibles, nous avons des ZAC qui sont, où il y a des espaces qui sont encore disponibles à la sortie de l'autoroute. Donc voilà, nous mettons tout en œuvre, nous anticipons et les perspectives, sur le court terme, c'est ce que je disais tout à l'heure à notre internaute, c'est la création de la base logistique Intermarché
plus 200 emplois, c'est la création de la base logistique de Carrefour. Ça sera aussi entre 200 et 250 emplois supplémentaires. Donc voilà, vous voyez que les choses avancent et c'est jamais suffisant, mais voilà, on voit bien que notre territoire a des atouts pour que les entreprises puissent s'installer et donc créer des emplois. Une question posée par Patrick. Bonjour, une mosquée à l'aéroport, vrai ou faux? Voilà, alors vrai et faux. Tout simplement parce que bon, c'est une possibilité. Alors je vous dire très clairement que le terrain, la rotonde qu'on connaît à l'aéroport, à proximité de la piste, a été racheté par un privé. Hein. D'abord, c'était une propriété privée qui était rachetée par un privé. Donc la ville de Bourges n'a pas à faire d'ingérence dans cette vente. Hein. C'est ce qui se fait classiquement quand quelqu'un achète un appartement, une maison à quelqu'un d'autre. Et puis nous avons effectivement un projet, un permis de construire qui a été déposé en mairie pour la construction d'une mosquée. Là, une fois encore, la seule capacité qu'a la ville, c'est de faire en sorte que ce projet réponde au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme en particulier. Et à partir du moment où ce projet rentre dans ce cadre-là, nous n'avons aucune impossibilité d'interdire la construction d'une mosquée. Bon voilà, donc vous savez, il faut être aussi dans un climat et c'est un état d'esprit laïque. Je suis un laïc, je défends la laïcité, donc il n'y a pas à d'avoir de peur a priori parce que des mosquées s'installent. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution de notre société, à Bourges comme ailleurs, et puis tout ça est encadré, donc voilà, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, le projet est là. Ça ne veut pas dire qu'il va être concrétisé. Hein. Au dernier moment, je dirais le propriétaire peut revenir en arrière par rapport au projet qu'il a mené. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un dossier qui est en cours d'instruction. Une question posée par Daniel D. Bonjour, concernant la circulation sur certaines routes ou chemins de la ville, existe-t-il une politique générale de circulation pour réduire la vitesse? Et est-ce que le fait de mettre les routes en sens interdit, sauf riverains, n'est pas discriminatoire pour une partie des riverains? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, par rapport à la réduction de la vitesse. D'abord, quand nous faisons de nouvelles voiries, moi, pour avoir été maire adjoint aux travaux précédemment, je suis très très vigilant pour faire en sorte d'aménager cette voirie avec des moyens qui permettent de ralentir les vitesses. Hein. Je pense notamment à des plateaux surélevés hein, que l'on met aux intersections de rues. Et voilà, j'ai en tête ce qui s'est fait dans le quartier de la Chancellerie récemment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de faire en sorte qu'il y ait des contrôles de vitesse. Bon, comme j'ai dit, la police municipale va bientôt pouvoir en faire. C'est de faire en sorte d'aménager aussi les voiries d'une façon les moins larges possible, tout en assurant la circulation. Là, j'ai demandé à mes services, à Philippe Mousny, maire adjoint aux travaux, de réfléchir à la pertinence d'avoir sur Bourges des voiries à 3 ou 4 voies, hein, ce qui est le cas sur certains de nos grands boulevards. Je pense en particulier la route de Paris, l'avenue Charles de Gaulle, qui était une pénétrante très importante avant que l'autoroute arrive. Maintenant, je pense et ce que je demandais à M. Mousny de faire des contrôles de vitesse et des contrôles, des comptages, en fait, hein, pour vérifier que si on pouvait être amené à supprimer une ou deux voies, on ne crée pas des difficultés de circulation, auquel cas on condamne des voies correspondantes et puis ça permet aussi de sécuriser les piétons. Un piéton qui traverse sur un passage piéton, sur une voie qui fait je sais pas, 15 ou 20 mètres de large, on comprend que le risque est important. Donc qu'on ait des voies centrales et puis mettre des îlots centraux permet de traverser en deux fois. Donc voilà, c'est tout un programme, si vous voulez, que nous regardons en particulier de manière à réduire les vitesses. Et puis quant au sens interdit, vous savez, c'est toujours un débat. Moi, par expérience du mandat précédent, je me suis aperçu qu'une voirie, une rue qui avait un statut,
de double sens ou de sens unique dans un sens ou dans l'autre. Fallait surtout rien changer parce qu'à chaque fois vous changez quelque chose, vous avez la moitié de la population concernée et les riverains qui est pour ce changement et la moitié qui est contre. Donc voilà, on ne change rien de ce qui fonctionne aujourd'hui et ça permet d'avoir, je dirais, un peu de paix dans la discussion. Une question de Emma. Bonsoir Monsieur le maire. Quoi dans votre programme pour le handicap? Alors, c'est pas forcément dans un programme, mais ça fait partie des obligations légales. Donc nous avons pas attendu le programme de 2014 pour lancer des choses et pour les poursuivre. Donc notamment, nous avons un plan d'amélioration des voiries et des espaces publics, ce qu'on appelle communément le PAV, qui est un programme qui est établi avec on va dire une vision sur 10 ans. C'est un document qui a été établi d'une façon très méthodique avec les représentants des associations qui ont en charge les personnes en handicap. Donc c'était un vrai travail d'approche très précis qui permettait de définir sur la voie publique d'une part les obstacles qu'on pouvait trouver qui pouvaient empêcher justement aux personnes à mobilité réduite par exemple de pouvoir circuler. Je passe sur les détails et puis on a établi, c'est un plan de mémoire qui doit coûter à peu près 1 million d'euros. On a établi donc une période de 10 ans pour étaler la dépense. C'est un document qui est présenté en conseil municipal, voté en conseil municipal, présenté à la préfecture tous les ans pour une remise à jour et validé par la préfecture de manière à ce qu'on aille au bout. Il intègre aussi, et ça c'est une démarche que nous avons lancée aussi depuis quelques temps, des quais de bus surélevés. Vous avez pu voir de manière à ce que pour les personnes handicapées, il n'y ait pas de dénivelé entre le bas de châssis du bus et puis l'arrêt de bus. Nous travaillons aussi sur les autres handicaps, les handicaps visuels par exemple, ou handicap en termes de difficultés d'audition, par exemple en mettant en place, vous voyez, je prends un exemple qui paraît tout bête, mais quand vous avez une sirène qui peut hurler dans une salle des fêtes parce qu'il y a un risque d'incendie, quelqu'un qui n'entend pas bien risque de ne pas entendre la sirène. Et donc, on adjoint, je dirais, des points lumineux, des flashs qui permettent aux personnes qui ont des difficultés d'audition, avec la vue, de comprendre qu'il y a difficulté et qu'il y a danger. Ce sont aussi des travaux et des formations qui ont été faites aussi à certains agents de la ville de Bourges, notamment à l'accueil, qui permettent de recevoir les personnes en situation de handicap et puis de pouvoir répondre, les orienter. Voilà, c'est tout un plan. Alors il y a aussi le même travail qui est fait sur les bâtiments municipaux, sur les écoles. Là, nous allons terminer très prochainement des travaux très importants au théâtre Jacques-Cœur, qui va permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder au théâtre Jacques-Cœur, bien évidemment, d'une façon tout à fait normale et accéder aux étages. Donc voilà, nous avons tout un programme qu'il faut le suivre. Et puis j'ai confié ça à un de mes conseillers municipaux qui a cette délégation et qui doit suivre ça de très près. Et puis, il y a le volet, on va dire, purement collectivité, puis il y a le volet aussi privé. On doit accompagner aussi les commerçants dans cette démarche d'accessibilité à leurs magasins. Une question posée par Marc. Bonsoir Monsieur le maire. De nombreuses façades de bâtiments au caractère patrimonial certains sont aujourd'hui dans un état préoccupant, notamment rue Moyenne et rue d'Oron, dû au désintéressement de leurs propriétaires souvent peu soucieux. La ville de Bourges a-t-elle des moyens concrets pour sensibiliser et faire pression sur cela? Alors sensibiliser, oui, faire pression, non. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à la fois la ville de Bourges et l'agglomération peut apporter des aides financières justement pour la réhabilitation des logements et on pense en particulier au logement de centre-ville. Certains propriétaires le font, alors d'autres ne le font pas, soit peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, soit qu'ils sont négligents, soit qu'ils n'habitent plus à Bourges, soit ils ont sans doute des raisons toutes personnelles. Donc voilà, nous devons, on peut inciter et faire connaître effectivement les aides que nous pouvons apporter, que nos collectivités peuvent apporter à ces propriétaires, mais pas de moyens de pression, on ne peut pas en parler. Dernière question posée par Elisa. Bonsoir, qui financera la course de caisse à savon? Alors, la course de caisse à savon, c'est une organisation, on va dire, une organisation privée, qui est signature, j'ai perdu le nom,
Frisson, la signature Frisson, ça me revient, excusez-moi, donc qui a pris en charge, donc, comme ça peut l'être pour une association, hein, cette organisation-là, et donc probablement la ville de Bourges contribuera, enfin c'est sûr, notamment au niveau d'un point de vue logistique, hein, par l'installation, tout ce qui est sécuritaire en particulier, et puis peut-être un peu financièrement, mais ça sera vraiment à minima. Donc voilà comment ça se constitue. Et puis sur le budget, ben, il y aura du partenariat privé aussi qui est en cours de recherche. Donc c'est quelque chose qui coûtera quasiment rien au berruyer quant à l'organisation générale. Voilà, écoutez, cette nouvelle séance se termine. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, donc au mois de mars, et donc à 19h toujours, donc ça sera le mercredi 11 mars. Je vous remercie encore de vos questions, une fois encore pertinentes. J'espère y avoir répondu, et puis je vous donne donc rendez-vous le 11 mars prochain. À très bientôt.